Alors, bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à cette table ronde qui est organisée par l'Association professionnelle des écrivains de la Sagami et la revue Zone Occupée, qui est une revue d'art publiée en région. C'est une des plus belles du Québec et je vais souvent à Montréal et j'en entends souvent parler. Et cette revue d'art accepte depuis plusieurs années de considérer que la littérature est aussi un art, ce que nous, les littéraires, nous pensions savoir, mais qui n'est pas toujours évident pour les artistes, pour les gens qui travaillent en art visuel. Et eux ont cette intelligence et cette ouverture d'esprit de le considérer. Et donc, la revue, vous la voyez ici. Ça m'a donné l'idée de cette table ronde parce qu'il se trouve que dans cette revue, j'ai publié 2 articles et un 3e qui s'en vient. Parce qu'il y a longtemps que je voulais rendre hommage en quelque sorte à des auteurs de la région que je considère quant à moi comme parmi les plus importants, les plus forts. Et heureusement, l'an dernier, il s'est trouvé que chacun d'entre eux publiait quelque chose à peu près en même temps, à quelques mois d'intervalle. Alors j'ai sauté sur l'occasion et donc je vous les présente. Nous avons ici à ma gauche Yvon Paré, que tout le monde connaît, qui est l'ancien chroniqueur culturel du quotidien du Progrès Dimanche. Enfin, c'est un monument régional, Yvon, hein, nous le savons. Ensuite, Hervé Bouchard, autre monument régional maintenant, le citoyen de Jonquière, qui a rendu l'appellation citoyen de Jonquière célèbre dans tout le Québec, hein, parce qu'il a signé ses premiers livres avec ce sous-titre-là. Enfin, Pierre Demers, qui est un autre de nos monuments régionaux, puisque c'est un enseignant du cégep de Jonquière, qui a fondé le ciné-club de Jonquière, qui dure encore. Et les gens qui fondent des choses qui durent encore, c'est la preuve qu'ils fondaient sur du solide. Alors voilà. Je leur ai proposé comme thème, et nous allons en débattre avec vous, ce que j'ai intitulé « Les fictions du réel ». Je vous explique tout de suite pourquoi. Parce que on pourrait penser à première vue qu'un titre comme celui-là, c'est un pléonasme, c'est une redondance, ça veut dire la même chose. Parce qu'au fond, le réel est fait de toute une série de fictions. Nos vies individuelles, quotidiennes même, se construisent sur des fictions. La réalité telle qu'une communauté décide qu'elle est à un certain moment, c'est aussi une certaine fiction. Par exemple, si vous parlez à des savants, à des gens qui sont en physique quantique en particulier, ils vous diront que la réalité n'est pas du tout ce qu'on croit qu'elle est. Hein. Et selon le niveau où vous vous situez, vous obtenez des fictions à chaque fois différentes. Or, ce qui m'a frappé dans les 3 textes sur lesquels j'ai écrit et dont nous allons parler maintenant, c'est que tous les 3 font référence ou sont situés à côté d'une autre expérience qu'ils ont eue, qui est parallèle, et que le texte qu'ils publient, non pas illustre, mais avec laquelle elle s'accorde. Alors, dans cette problématique, je commencerai par demander à Pierre Demers, qui a écrit un recueil de poèmes qui s'appelle La Boîte, une série de poèmes, et qui, je ne sais pas si c'est en même temps ou après, mais a tourné un film qui s'appelle aussi La Boîte, les deux prenant comme visée, comme événement à décrire, à expliquer. Et pour moi, ça a vraiment besoin d'une explication, parce que c'est un événement qui est étrange pour moi, quelque chose qu'il va vous raconter. J'aimerais savoir où se situe pour lui l'acte d'appréhension du réel par rapport à sa transcription, soit dans une écriture, soit dans un film, puisqu'on parle d'un film ici. Voulez-vous répéter la question? Je ne suis pas sûr que ce soit une question. C'est le même sujet que j'ai abordé, qui est celui des grandeurs et des misères des boiteux. Ici, on connaît tous les boiteux, qui sont des amateurs de boîtes. Hein, c'est comme ça qu'on appelle ça, un boiteux. Le dimanche après-midi, il y a cet événement-là qui se passe à Saint-Jean-Vianney depuis la nuit des temps. Ça fait très longtemps que ça se passe. Et puis, je me suis intéressé à cet événement-là par accident, comme ça. Je trouvais que ces gens-là étaient
d'une autre race, d'une autre époque. J'avais tellement de préjugés là-dessus que je me suis dit, il faut que j'aille voir si mes préjugés sont confirmés. Et en m'en allant presque à tous les dimanches filmer, j'écrivais pas d'abord, je filmais cet événement-là. J'ai rencontré des gens et puis j'ai perdu en cours de route à peu près tous les préjugés que j'avais sur cet événement-là. J'ai fini par le rendre presque mythologique. Je suis devenu boiteux moi-même. On parle de quoi comme événement? C'est oui, quoi l'événement? Ça serait bon de préciser ce que c'est exactement. OK. S'il y a des gens ici qui ne connaissent pas la vie des boiteux au Saguenay, qui ne connaissent pas le lieu, qui n'ont jamais entendu parler de cet événement-là. Bon, voilà. Si on avait un écran, je pourrais vous passer mon film. On n'a pas d'écran. En gros, qu'est-ce que c'est que la vie des boiteux? C'est un événement qui se passe le dimanche après-midi. C'est pas le lundi après-midi, c'est le dimanche après-midi. C'est un regroupement de gens qui modifient des bagnoles, des voitures, et puis qui tentent désespérément de s'enliser dans des couloirs de boîtes, de boue, qui existent depuis qu'il y a eu le glissement de terrain à Saint-Jean-Vianney. Ils font ça le dimanche après-midi. Et puis quand le soleil participe à l'événement, quand il fait vraiment beau, il peut y avoir jusqu'à 2000, 3000 personnes qui assistent à l'événement. C'est spontané. Il n'y a personne qui l'organise. C'est un événement qui attire les gens et puis qui fascine une certaine catégorie de gens, mais il y a sûrement peu de professionnels, peu d'avocats, peu de médecins, peu de juges qui fréquentent. Mais je ne suis pas certain, peut-être qu'ils le fréquentent aussi. Mais c'est ça. C'est des gens qui en grande partie, sont issus de la classe populaire. Il y a beaucoup de mécaniciens. C'est bon d'être mécanicien quand on fait de la boîte. Et puis, ils sont... c'est ça. Leur plaisir, c'est de traverser ces couloirs de boîte. Et puis, c'est de se faire dépanner quand ils respirent. Et c'est juste ça. Mais... C'est même pas une compétition. Il y a pas... Du tout. Il n'y a personne qui l'organise. Il y a des gens qui reviennent assez souvent, qui finissent par devenir des personnages. Entre autres, il y a un photographe qui photographie les boiteux en action et puis qui offre... il développe les photos dans sa vanne et puis il offre les photos aux boiteux. C'est un des personnages que j'ai rencontré puis que j'ai mis dans le film que j'ai fait. Puis j'en ai même évoqué l'existence dans le recueil de poésie « La boîte ou le territoire du lièvre ». Et puis, pourquoi j'appelle ça le lièvre? Parce que c'est un peu des lièvres, ces gens-là. C'est-à-dire qu'ils regardent toujours en arrière parce qu'ils ont toujours l'impression qu'ils sont poursuivis par une malédiction. La malédiction, c'est de rester pris, mais en même temps, ils courent après la malédiction. Ils veulent rester pris. C'est ça leur plaisir. C'est comme le mythe de Sisyphe. Vous savez, le personnage de la mythologie grecque qui pousse désespérément une grosse pierre sur le haut d'une montagne et puis il sait très bien que sa pierre va tomber en bas. Et puis son plaisir, c'est de la voir tomber puis aller la chercher pour la remonter. C'est la même chose. Les boiteux, ils veulent rester pris, alors que nous, quand on a des voitures, on s'enlise puis on vire fou. Mais eux autres, ils s'amusent quand ils restent pris, quand ils ont des problèmes puis quand ils cassent leur bagnole. Ah, j'ai trouvé ça particulièrement exaltant, magique et d'une beauté fulgurante. Puis je me suis mis à m'intéresser à ça. En gros, c'est ça, la boîte. Donc, c'est à la fois une épreuve morale, une leçon philosophique et un mythe que vous avez exploré là. L'épreuve morale étant aussi la vôtre. Ça peut être aussi d'autres choses. Se débarrasser de ses préjugés, notamment. Oui. Découvrir l'incompréhensible et le comprendre. Pour moi, c'est aussi une résistance à la routine ou aux idées... Pas aux idées... Moi, une résistance aux idées reçues, mais je considère ces gens-là comme des anarchistes. C'est-à-dire des gens qui refusent de passer leur dimanche après-midi calés dans leur fauteuil du salon et puis qui se lancent comme aventuriers, qui se prennent pour des aventuriers. Oui, mais Pierre, on est dans une société extraordinairement propre.
même que ça cause des problèmes. On est tellement propre que ça nous cause plein d'allergies et tout ça. Et ces gens-là vont dans la saleté totale. Il y a une forme de révolte, t'as senti ça? Ou si c'est inconscient, je ne sais pas. Ça nettoie. Il y a des gens qui prennent des bains de boue pour se nettoyer. C'est magnifique pour la peau. Ces gens-là, ils ont des peaux. Les boiteux, ils sont d'une beauté éclatante. Ils sont vraiment superbes. Quand on les voit, on a juste envie de faire la même chose qu'eux puis de plonger dans la boîte. Mais est-ce que tu l'as fait? Tu l'as fait? Moi, je me suis fait éclabousser souvent quand je filmais, entre autres. Et puis, j'arrivais chez nous boiter. Et puis, ce que je trouve beau là-dedans, c'est quand ils ont fini de boiter, de faire de la boîte le dimanche après-midi, ils se lavent pas. Ils lavent leur bagnole. Ils ont c'est leur monture qui les intéresse. Il y a une part de western là-dedans. Ouais. C'est pour ça que je trouve que tu as rajeuni, Pierre. Tu es allé passer dans la boîte. C'est la boîte. Mais je souhaite tout le monde c'est le jeu, un bain de boîte. C'est le jeu pur. Oui. Puis c'est un très grand espace de liberté. Quand tu dis qu'il n'y a personne qui organise ça, il y a quelque chose de presque... c'est pas clandestin, mais c'est toléré, hein, cette affaire-là. Le problème, c'est que la Ville veut s'en occuper. Malheureusement. Ce serait la pire chose qui pourrait arriver à cet événement, c'est qu'il soit organisé. Parce que là, il est parfaitement... ça fonctionne. C'est pour ça qu'il y a autant de monde, puis c'est pour ça qu'ils s'amusent autant, parce que ils essaient d'oublier leur semaine de cul qu'ils ont eue en travaillant je sais pas où. Parce que mais c'est pas drôle de travailler. C'est quand même un paradoxe, parce que ce sont des aventuriers, oui, mais des aventuriers de l'immobile. Des aventuriers, vous évoquiez fort bien Sisyphe, des aventuriers qui veulent faire du surplace et même être pris dans le territoire. Non, ils ne roulent jamais longtemps. Ouais. Mais ce qu'ils aiment, c'est s'enliser. En fait, ils s'enterrent. C'est vraiment mythologique, cet événement-là. Et puis, comme dit... c'est vrai, c'est un espace de liberté incroyable. Parce que c'est à l'extérieur du réel. C'est un jeu. Oui, c'est à l'extérieur du réel. Moi, je trouve ça formidable. Comme ils passent la semaine, les gens passent la semaine à préparer leur machine, leur monture, à la réparer, à essayer de la rendre plus performante, plus adéquate pour cette épreuve, qui va leur réserver des surprises parce que le terrain où est-ce que le jeu a lieu n'est jamais exactement dans le même état. Ça dépend des aléas de la température et de la saison. Et ils vont essayer d'affronter la bête qui est la Terre, qui n'a rien de plus réel que ça. Mais en même temps, cette action, elle est pure gratuité. Là. Ils se préparent toute la semaine et puis ça prend environ 5 à 6 minutes avant qu'ils scrapent tout. Bon, alors... sortons de la boîte provisoirement, si vous le voulez bien, pour parler, justement, pour vous poser la question à vous, Hervé Bouchard. Est-ce que vous n'avez pas trouvé dans la performance de numéro 6 que vous avez fait, parce que je rappelle pour tout le monde que numéro 6, c'est un texte, mais c'est aussi une performance théâtrale à laquelle Hervé Bouchard s'est livré, pas au CNE, à la salle Pierrette... Non, à la salle du facteur culturel, au CNE, au Mont-Jacob, et qui a consisté à dire, à jouer et à lire, même parfois, parce que c'était disposé différemment sur la scène, un texte qui sera numéro 6 et qui durait quelque chose comme près de 2 heures. Il y a là aussi un espèce de travail sur la boîte étant son propre corps et son propre langage. Alors, comment le voir dans cette optique-là? Et c'est une question. La lecture spectacle, parce que c'est bien de ça qu'il s'agissait, faisait 2h20. Hein. On faisait à peu près toujours presque autour de 2h20. Et comme il s'agit d'un texte sur le hockey, c'est à peu près la durée d'un programme de la soirée du hockey. C'est à peu près 2h30, 2h20. S'il n'y a pas de chose. C'est ça. Et cette expérience-là, c'était... depuis que j'ai commencé à publier, mes textes à moi ont toujours convoqué une certaine oralité, une certaine
un certain désir du texte de paraître dans l'espace de la parole, d'être dit. Mais là, j'ai eu l'occasion, avec le Théâtre Cri et Guylaine Rivard, de vraiment me frotter à l'épreuve de dire le texte et de mettre, d'être l'objet de cette lecture, que le corps soit très, très présent. Et le texte, lui, il devenait à l'extérieur comme un élément de scénographie. De sorte que la performance, en tant que l'acte corporel qui consiste à faire paraître les choses qui sont dans le texte, ne devenait plus un acte mental. C'était quelque chose qu'il fallait, qui existe pour vrai. Et en ce sens, quand on lit un texte, quand on écrit un texte, on évoque la fiction évoque le réel, mais en le faisant théâtralement, ce réel-là n'est plus le même. Ce qui est réel, c'est l'acte de dire, c'est la salive qui doit nourrir le souffle, le corps qui doit avoir la capacité à demeurer en place, et c'est ça qui devient réel. Le texte, lui, il passe dans le corps et le spectateur en vit un autre type d'épreuve. Mais pour l'acteur, pour celui qui effectue la performance, le réel devient tout ce qui est le support à la fiction, c'est-à-dire l'acte théâtral de dire et d'exister dans cette scène-là. Et en ce sens, c'était une épreuve du texte. C'était vraiment faire l'épreuve du texte, parce que lui, il devait résister. Il devait... toutes les répétitions qui viennent avant, pour moi, comme écrivain, font partie aussi de mettre le texte à l'épreuve, de faire en sorte que je ne me lasse pas. Je dois toujours trouver dans le texte quelque chose qui va nourrir le corps et qui va nourrir la fiction ultimement. Je ne sais pas, j'ai pas l'impression que je suis clair, là, mais c'est un peu comme ça que ça fonctionnait. Est-ce que ça te donnait des maux de dos? Est-ce que tu souffrais? Parce que c'est après ça que tu courais. Tu courais après une certaine souffrance. Il y a quelque chose de cet ordre. C'est-à-dire que dire est un acte sportif. Ça devient une performance sportive, mais qui n'est pas métaphorique. Le texte parle du sport et c'était un acte sportif de le faire et à le faire subir aussi au spectateur qui doit lui aussi éprouver dans son corps. C'est surtout ça, parce que écrire est en soi un acte sportif aussi. Mais là, c'est un acte sportif extériorisé, montré et assumé dans le corps. Oui. C'est un martyr, au fond. Hein. Le sens du mot martyr, en grec, les gens ne le savent peut-être pas, mais c'est simplement témoignage. Le martyr, c'est celui qui témoigne, c'est pas celui qui est martyrisé, comme on dirait. Il est martyrisé, mais parce qu'il porte témoignage de sa foi, de son écriture, dans ce cas-là, de sa vie dans la boîte. Le sport et le martyr, c'est la même chose. Du numéro 6, je ne sais pas exactement, mais c'est « je veux que la viande saigne ». Tu sais, c'est quoi l'expression que tu as? Ouais, je me souviens pas exactement de la phrase, mais c'est cette fois-ci dans la fiction. C'est l'entraîneur qui parle à ses joueurs qui disent « je veux voir la viande saigner ». Oui. Puis ça doit être comme ça que le coach des Canadiens parle à ses joueurs pour qu'ils comprennent mieux. Je veux vous voir saigner ce soir. Tu sais, je veux de la viande qui saigne. Moi, j'ai une belle citation là-dessus. C'est Bill Parcells, qui était un grand entraîneur de football américain, qui disait à ses joueurs « Don't show me the pain, show me the baby ». Ne me montrez pas la douleur, montrez-moi le bébé de l'enfantement. Ça revient un peu à ça. Mais oui, effectivement, il y a quelque chose de cette épreuve douloureuse, mais... la joie vient toujours de ce genre de va-et-vient entre le sacrifice et la récompense, entre la Les martyrs douleur, sont heureux. Ouais. Les martyrs sont toujours heureux, les vrais martyrs. Et l'art est comme ça, faire ses gammes, se tordre le bassin pour réussir à danser. Et le sport est une machine à briser les personnes. La boxe, le football, Mais pour faire advenir autre chose. Faire advenir une rédemption, une victoire, une grâce, quelque chose qui est de cet ordre, quelque chose de plus grand que soi, qui est au-delà
de ce que soi-même on est capable de faire et qui est peut-être une fiction. Oui, c'est comme ça que je le prendrai. Et maintenant, je passerai la parole à Yvon Paré. On l'a entraîné assez loin, finalement. Mais la question que je lui poserai, en rapport avec tout ce dont on vient de discuter, c'est comment se livre-t-on à ce sport ou à ce martyre particulier qui est un carnet d'écrivain, alors que toute sa vie, on a écrit des carnets d'écrivains simplement comme une sorte d'antichambre ou de coulisses à ce qui était l'essentiel de son écriture, c'est-à-dire des romans, des poèmes au début. Mais là, brusquement, c'est comme si on invitait le lecteur à découvrir un peu l'envers du décor, mais en même temps, c'est un envers du décor qui n'est pas en quelque sorte vrai, parce que vous avez pigé dans d'anciens carnets, mais vous avez réordonné ça d'une autre façon. Et ça parle constamment, en particulier, d'événements qui sont contemporains, c'est-à-dire à l'époque de l'écriture, le printemps érable et toutes les manifestations qui avaient lieu à Montréal à ce moment-là. Et ça ponctue ce carnet. Alors comment assemble-t-on cet espace particulier, qui est une longue fréquentation aussi pour vous, le carnet? Oui, c'est toute une question. Hein. Je ne sais pas... on a beaucoup de difficultés à essayer, je pense, de cerner cet acte-là qui fait qu'il y a quelque chose qui nous fascine, qu'on veut traduire par l'écriture et comment on y parvient. Quand j'ai commencé à écrire ce carnet-là, c'était extrêmement jubilatoire. Là. Je m'amusais beaucoup, beaucoup. Et puis, plus j'ai travaillé, je me suis aperçu que c'est devenu extrêmement existentiel en cours de route. Mais pas volontairement, ça arrive comme ça. Mais quand on fouille dans une écriture, comme Hervé le fait ou comme tu le fais, tu pars dans le fond, Pierre, quand il est allé la première fois au trou de boîte, il va dire « Je vais aller me payer à la gueule un peu des gens qui sont là. » Mais puis quand on commence à jouer au hockey, on commence à apprendre à patiner puis à faire toutes sortes d'affaires. Fait qu'on part avec des intentions, mais à un moment donné, on se fait rattraper par le bagage de tout ce qu'on a sur le dos. Puis là, ça devient de plus en plus difficile de progresser là-dedans. Mais je réponds pas en tout à la question, mais c'est pas grave. C'est quoi la question? Ouais. Mais en même temps, c'est une écriture, le carnet existentiel extraordinaire, c'est ta vie que tu es obligé d'essayer de mettre en abîme devant toi, puis de voir, puis qu'est-ce que tu fais, puis que ça devienne une matière littéraire. C'est le carnet, j'étais en processus de terminer le voyage d'Ulysse. Puis après 10 ans, là, j'étais tanné. J'étais vraiment tanné d'écrire ce livre-là. J'avais envie de sortir. Alors, tout est là. Je suis en train d'écrire d'autres choses. Alors, une espèce de lassitude. Puis en même temps, il y avait un contexte politique qui m'interpellait extraordinairement au Québec parce qu'il y avait des jeunes qui étaient dans la rue. Puis je me souvenais, dans les années 70, où j'étais dans la rue à l'Université de Montréal, et je me demandais, qu'est-ce que je suis devenu, le contestataire? Où est-il? Où est-il passé? Est-ce que j'aurais perdu ma vie à écrire au lieu d'agir? C'est un peu toute la problématique que l'écrivain, je pense, doit se poser à un moment ou l'autre. Alors, oui, j'ai transporté ça, mais un peu innocemment tout le temps, toutes les fois qu'on écrit. Mais la question, pour répondre à M. Demers, qui en philosophe pose toujours des questions sur la question était, je dirais, comment installe-t-on sur le devant de la scène ce qui a toujours été dans la coulisse pour soi, hein? Vous avez toujours écrit des carnets pour vous aider dans l'écriture d'autre chose ou simplement pour marquer votre vie. Et là, brusquement, il y avait comme un rideau qui se levait, quelque chose devait se produire sur la scène. C'est pour ça que j'ai fait le rapprochement avec pas tellement, Jean-Pierre. Si on regarde ce que j'ai fait, par exemple, avec Les plus belles années des récits d'enfance, le réflexe d'Adam que j'ai publié aux éditions Trois Pistoles, j'ai toujours été très proche de mes coulisses, si on veut, ou de mon vécu. Ma fiction est extrêmement ancrée dans mon vécu. Alors, le carnet, dans ce sens-là, n'était pas du tout une aventure étrangère ou nouvelle pour moi. Je l'ai toujours fait, malgré tout, dans mes romans, dans mes essais, même dans les récits de voyage. Là, le vécu est là. Quand tu pédales pendant 21 jours autour du lac Saint-Jean,
Bien, le vécu est là. Alors, le Carnet n'est pas différent de mes autres travaux. Et le vécu d'un explorateur de la boîte, explorateur extérieur des boiteux, quelqu'un qui vient de l'extérieur et qui brusquement se retrouve pris, si je puis dire, dans la magie des boiteux et devient lui-même un boiteux. D'où part-on pour en arriver là? Moi, je pense que, je vais vous avouer franchement, je fais pas de fiction. Si le réel n'était pas là, je négocie toujours avec... C'est le réel qui m'attire. Je trouve que la fiction... Je regarde les gens autour de moi, je regarde la vie en général, puis je me dis toujours, on peut pas mieux écrire que ce qu'on voit comme... J'observe ce qui se passe. Je suis un espèce de thermomètre ou de baromètre, et puis j'arrive dans un endroit où je suis jamais allé, puis là, je vire fou dans la mesure où j'absorbe tout, je deviens une éponge, et puis là, ça m'attire. Le réel me nourrit systématiquement, puis mes personnages, souvent, ils existent en grande partie, je les exagère. C'est ça que je fais quand j'écris. J'exagère. Je pousse pas égal, tu sais, j'en mets trop. Et puis, c'est ça, écrire, dans le fond, pour moi. Je sais pas si c'est comme ça que les autres écrivains considèrent leur fiction, mais moi, ma fiction, c'est mon exagération. Et puis, ma démesure en face du réel. Parce que je suis fasciné par ce qui se passe autour, où je suis complètement déprimé par certains personnages que je côtoie ou que j'observe. Et puis, j'essaie de transpirer tout ça. J'essaie d'écrire là-dessus, de filmer ces gens-là ou je les réinvente. Les boiteux qui sont dans mes livres, qui sont dans mon recueil de poésie et puis dans mon film, c'est pas des vrais... C'est mes boiteux, c'est pas les vrais boiteux. Je me suis construit un univers de boiteux et puis j'ai inventé des boiteux qui existent, mais c'est pas ceux-là qu'on voit là-bas. J'ai essayé, à un moment donné, de les interviewer, ces gens-là, puis de les faire parler, mais je me suis rendu compte ils n'ont pas le temps de parler, ces gens-là. Ils chauffent, il faut qu'ils se dépannent, ils sont pris, ils sont mal pris. Puis c'est ça, leur fun. Neil Cassidy, il disait, j'ai 3... Neil Cassidy, c'était un des modèles de Jack Kerouac pour On the Road. Et puis, il disait, moi, j'ai trois passions dans ma vie. Mais la première, il l'a jamais faite, il n'a pas eu le temps. C'était l'écriture. Il n'avait pas le temps d'écrire, il était trop occupé. C'est faire de la musique ou écouter du jazz et puis chauffer. Il avait 15 ans puis il avait volé 500 chars. C'est que le gars, le flow, il était obsédé par la route puis par il aimait chauffer. Tu sais, c'était l'action qui l'intéressait. Et puis, je cherche ces personnages-là. Mais ce sont toujours des obsessions, je dirais, actuelles, à chaque fois actuelles, hein, des obsessions ou des interrogations sur l'actualité. Alors que, par exemple, numéro 6, c'est une obsession actualisée d'une partie d'enfance. Alors que l'obsession du Carnet, c'est à la fois la combinaison des deux. C'est-à-dire qu'il y a le printemps érable qui est en train de se dérouler au moment où vous écrivez le Carnet, et il y a ces souvenirs d'enfance ou ces rêves d'enfance. Alors c'est d'autant plus intéressant qu'on voit très bien que les trois abordent un peu de la même façon finalement l'écriture et le réel. Le rapport entre l'écriture et le réel, c'est une sorte d'échange perpétuel. Quand vous dites que vous ajoutez au réel, on peut dire aussi qu'on le creuse, le réel, pour essayer de trouver mais autre chose. Hein. Ça me fait penser, tout ce que vous dites tous les trois, à ce que disait Fernando Pessoa, le grand écrivain portugais. Il disait que la littérature est la preuve que la vie ne suffit pas. Quand on y pense, c'est un peu ça que j'entends dans ce que vous me dites, non? Et ça, c'est pas une question, c'est une affirmation. Pierre a l'air de dire que pour certaines personnes, la vie suffit et donc que pour eux, la littérature n'existe pas. Mais l'affaire avec la bande à Jack Kerouac, c'est que on a l'impression que c'est des grands viveurs, mais qui
c'est aussi des grands lecteurs. Hein. C'est des bums instruits, la bande à Kerouac. Ces gens-là, c'est des gens pour qui la littérature compte beaucoup, même si c'est des grands viveurs. Mais, Puis ils rêvent d'être grands écrivains très tôt. En ce qui me concerne, moi, je serais assez d'accord avec cette idée parce que je n'arrive pas à concevoir la réalité à l'extérieur de la littérature. C'est-à-dire que on dirait que j'ai besoin de ça pour me donner une prise sur le réel et que je travaille pour essayer de déclencher la même chose sur le spectateur, quitte à complètement brouiller le réel pour qu'il revienne d'une manière ou d'une autre, parce que je n'ai pas de prise sur le réel, sinon que des petites choses qui composent une chaîne un peu disloquée de petits événements, alors que le réel lui-même, comme récit autoportant, je ne suis pas capable de le lire. Je suis incapable. Ça m'évoque un autre grand écrivain que tout le monde connaît au moins de nom, c'est Marcel Proust, qui disait que la vraie vie, la vie enfin vécue pleinement, c'est la littérature. Et finalement, ce que vous dites, le réel n'est assemblé, le réel n'est véritablement vivable que par une activité qui, pour nous, est la littérature, qui, pour les boiteux, est la boîte, finalement. Hein. Mais il y a toujours à l'intérieur de la vie quelque chose qui est un manque de la vie ou qui est au-delà de la vie et qui revient toujours à dire la vie ne suffit pas. Et on ne peut pas se contenter de la vie. Oui, mais tu sais, quand on commence une aventure d'écriture, je pense qu'on est tous un petit peu des gens qui sautons dans un trou de boîte. Puis l'écriture, c'est qu'on essaie de se déprendre pour aller au bord. Puis l'aventure de l'écriture, c'est ça. Tu sais, on part avec un problème, un sujet d'écriture, puis il faut passer à travers, il faut se déprendre de notre sujet, et en puis faisant réussir à le maîtriser, puis à s'en sortir. Et en faisant le mécanicien. En faisant le mécanicien, puis pas en lavant nos habits, mais en lavant nos pages d'écriture. Moi, par rapport à ma prospective personnelle, je suis ni pessimiste ni optimiste par rapport à la littérature. C'est que la littérature, c'est une affaire, en ce qui me concerne, c'est une affaire de sensation. Et ça, j'ai beaucoup de... Je peux pas m'en défaire, je peux pas remplacer ce rapport avec la façon dont le langage provoque des sensations. Je suis pas nostalgique puisque tout ce qui m'importe, c'est le souffle, c'est le rythme et je suis en même temps très, très séduit par les arts archaïques de la lenteur. Il se publie aujourd'hui des BD énormes issus de recherches documentaires qui ont pris des années et qui sont produits à la main, des aberrations quand on regarde les possibilités technologiques qui sont les nôtres aujourd'hui et qui pourtant suscitent un engouement qui est certain. Moi, je pense que la littérature, elle est comme ça. Peut-être davantage en retrait, peut-être moins largement partagée, mais ça a toujours été un peu comme ça. La littérature est un art qui a toutes sortes de formes, la populaire comme la moins. Moi, je me situe peut-être plus du côté des sensations qui vont être toujours ravivées par cette espèce de rapport-là avec le lieu que l'on occupe. Je suis un gros fanatique de la phrase de Mallarmé qui dit qu'il s'agit d'apprendre d'être bien là où l'on doit être. Et si la littérature me permet ça, bien, je pense que je vais avoir ma place et que l'écrivain doit se considérer un peu comme ça. Pierre? Moi, ça m'inquiète pas, le livre numérique. J'en ai pas de tablette là, pour lire des... Mais ce genre de... Dans les salons du livre, il n'y a pas encore de kiosque de livres numériques. Il y a autant de livres qu'avant, sinon plus. Je vais à la vente des livres des bibliothèques régionales au Vieux-Port, à Chicoutimi, chaque année. Et puis, il y a des gens qui sortent
d'abord, il y a un line-up de fou. Il y a plein de monde qui vont là pendant toute la fin de semaine. Des gens qui sortent avec des boîtes de livres. Il y a encore plein de lecteurs, plein de gens qui s'intéressent aux livres. Et puis, moi, il me reste à peu près 3 grosses vannes de livres à lire avant de mourir. Ça fait que je suis bon pour me rendre jusqu'à 125 ans, à peu près. Bien comme il faut. Tu sais, je trouve que la littérature, c'est à la fois la lecture et puis l'écriture. Mais j'ai découvert la lecture depuis quelques années, depuis que j'ai pris ma retraite. Et puis, j'ai l'impression que ça peut nourrir une vie. Pas seulement les livres qui viennent de sortir, mais les livres qui sont sortis depuis toujours. Tu sais, à chaque fois que tu lis un livre, tu lis un auteur, tu découvres toutes sortes d'autres écrivains autour, puis tout ça. Il y a tout un univers. Et puis, quand tu plonges là-dedans, t'arrêtes de regarder la télé. Puis il faudrait que les gens découvrent la littérature. S'ils découvraient davantage la littérature, peut-être qu'ils s'ennuieraient moins. Et puis, ils seraient peut-être un petit peu moins ignorants de ce qui se passe autour d'eux. Ils réfléchiraient un petit peu plus. Je trouve que c'est important de promouvoir la lecture et puis l'amour des livres. Et puis, moi, j'ai l'habitude... Il y a trop de livres chez moi, ça fait que quand il y en a trop, je vais les porter à la maison de quartier, puis 2 semaines plus tard, je vais les rechercher. On finit par s'attacher à ces livres-là. Et tu sais, j'arrive pas à me détacher. Et puis, je trouve que c'est une belle façon d'isoler ces murs aussi, les bibliothèques. Et les gens devraient isoler leurs murs avec des bibliothèques. Et puis, ils devraient s'attacher davantage à la littérature qui existe depuis toujours. Il y a tellement de livres à lire. Et puis, tu peux pas t'ennuyer quand il y a autant de livres à lire. Puis quand tu les découvres, tu finis par te dire... Tu regardes autour, puis tu te dis... Ces gens-là, il faudrait qu'ils sachent. Il faudrait les avertir. Et puis, pas seulement lors des salons du livre, mais à chaque jour... Au lieu d'avoir un médecin de famille, chacun devrait avoir son libraire de famille. Mais c'est un service public à rendre à tout le monde. Mais la littérature, elle ne pourra pas mourir, même si... imaginons le pire, c'est la littérature qui va en parler. C'est la littérature qui va en témoigner. Et ne serait-ce que ça... oui, parce qu'en dehors d'elle, on ne s'en rendrait pas compte. Si elle n'était pas là pour témoigner même de ce qu'on croit être sa propre mort, personne n'en parlerait. Ouais. C'est cette espèce de paradoxe qui fait finalement... Et Yvon, voulez-vous ajouter quelque chose? C'est le gros changement, parce que moi, ça fait quand même un bon bout de temps que je suis là. J'ai vu arriver, c'est la commercialisation à outrance de ce que j'appellerais de l'écrit. En 1970, quand j'ai commencé à publier, les romans populaires, les romans jeunesse, ça n'existait pas. Il y avait une seule littérature, puis c'était peut-être un de nos malheurs de vouloir faire Hubert Aquin un écrivain populaire quand il ne l'était pas du tout, et qu'on l'a imposé comme un écrivain populaire. Mais il n'y avait pas toute cette différenciation-là. Puis là, maintenant, ça s'est commercialisé énormément. Il y a des livres populaires, il y a des livres maintenant qui sont fabriqués à partir des vedettes. Il y a des créneaux. Il y a toutes sortes de créneaux. Alors, il y a plein de livres que vous ne relirez jamais de votre vie parce que c'est pas intéressant. C'est de la littérature jetable. Au bout d'un mois, c'est foutu. Mais il reste qu'il y a toujours un créneau de livres avec de la profondeur. Moi, je pense qu'un bon livre, c'est comme un iceberg que vous voyez sur l'océan. Il y a une partie visible, c'est une histoire, souvent. Mais quand vous commencez à réfléchir, à relire ce livre-là, il y a tout quelque chose de caché en dessous qui vous remonte à la surface. Et c'est ces livres-là qui durent. C'est ces livres-là qui fait que souvent sont là. Mais c'est les livres souvent qui ne sont pas très visibles. C'est des livres qui marchent par des chemins parallèles. Et ça a toujours été un petit peu le cas. Et les grands écrivains qui ont marqué des affaires de leur époque, souvent, l'ont été reconnus après. C'est pas des gens qui étaient extrêmement populaires de leur vivant, là. Sauf Jean-Jacques Rousseau. Il paraît qu'il était tellement populaire que quand il arrivait à la cour, les femmes s'évanouissaient. Ça m'est arrivé jamais dans un salon du livre. Alors, il y a ça. Alors, le marché du livre, ça s'est tellement fragmenté, spécialisé et tout ça.
c'est le livre, puis il y a la littérature qui est à côté de ça aussi. Aujourd'hui, les femmes s'évanouissent quand ils voient arriver Ricardo. Qui écrit des de livres. recettes. T'es pas évanoui devant matricule 728? Ça m'inquiète un peu. Écoutez, sur ces sages paroles, je dois remercier nos écrivains. Vous avez vu qu'ils sont à la fois des martyrs et des prophètes, hein, et des prophètes très optimistes, ma foi, tant mieux. Je vais maintenant passer la parole à Jean-Rémy Dionne, le directeur de la revue dont je vous ai parlé, parce qu'il se trouve que ces 3 écrivains vont également participer au numéro qui porte sur la prospective. On leur a demandé un texte là-dessus, indépendamment de ce qu'ils ont dit aujourd'hui, et c'est ça que vous allez pouvoir lire dans Zone Occupée prochainement. Alors, Jean-Rémy Dionne. Merci beaucoup, M. Vidal. Tout d'abord, merci beaucoup. On est très heureux, nous, Zone Occupée, de participer justement à présenter cette table de réflexion qui, je dois dire, est quasi mythique, effectivement, des grands pans de la culture du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Tout d'abord, merci, M. Jean-Pierre Vidal, pour cette animation. Merci, M. Paré, M. Bouchard et M. Demers, qu'on va retrouver effectivement sur des textes, des écrits par rapport au thème prospective sur la plateforme web de Zone Occupée. Zone Occupée, on l'a dit tout à l'heure, c'est une revue d'art, de culture et de réflexion. On a voulu créer un lieu, justement, pour réunir ce genre de réflexion-là, ce genre d'échange-là. C'est une revue qui est publiée 2 fois par année. Donc, on est très fiers cette année d'être au Salon du Livre et d'y participer. Rapidement, sur Prospective, qu'est-ce qu'on propose? Le 12 novembre prochain, la revue va sortir papier. Le thème Prospective, eh bien, on trouve intéressant, dans le contexte actuel, d'inviter les gens à un exercice. Pour nous, la prospective, c'est un exercice qui vise justement à imaginer nos futurs possibles pour pouvoir prendre des décisions aujourd'hui, nous éclairer des futurs qu'on imagine. Alors, ce qu'on a invité, les auteurs à chercher la lumière ou son absence. Et pour nous, dans cet exercice, on considère qu'entre l'utopie et la dystopie, ce qui fait sa différence, en fait, c'est souvent l'imagination ou l'inspiration de ces auteurs. Et donc, on a invité les gens à imaginer nos futurs comme étant des fictions de notre existence. Et donc, on vous invite évidemment à en faire la lecture le 12 novembre prochain. Donc, la revue est en vente chez nos bons libraires indépendants. N'hésitez pas à aller les voir et à les côtoyer, puis effectivement de les prendre comme un médecin de famille. Ils sont essentiels justement à notre santé mentale et voire même physique, parce qu'on peut y aller à pied. Souvent, ils sont tout près d'où on habite. Et on vous invite aussi à vous abonner à la revue. Vous savez, à chaque abonnement ou à chaque... c'est un soutien, en fait, pour justement soutenir une initiative régionale. Et donc, encore une fois, merci beaucoup. Merci à nos écrivains qui nous ont fait part de leurs pensées, pour moi très surprenantes et très agréables à entendre.